Bonjour à tous, mon nom est Bap et bienvenue sur la Daikization. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série que j'ai décidé d'intituler Mercredi médiocre. Cette série aura pour but de présenter des decks avec des concepts originaux, des artworks tout à fait plaisants et même des styles de jeu très originaux et créatifs, mais qui malheureusement n'arrivent pas à percer dans le metagame d'une manière ou d'une autre. C'est des decks qui parfois manquent d'un petit quelque chose pour devenir vraiment forts. Et aujourd'hui, je me disais quoi de mieux pour commencer cette série qu'avec mon petit deck kiff du moment, à savoir Ursartic. Donc si vous avez déjà joué au jeu après 2006, eh bien vous devez savoir comment marche une invocation synchro. Un synthétiseur, un non-synthétiseur, on additionne les niveaux, ça fait une synchro. Eh bien, les Ursartic ont décidé de prendre ce concept et de l'inverser. Et donc ils ont décidé de reprendre le concept de Yu-Gi-Oh! 5Ds avec les Dark Synchro. C'est-à-dire qu'ils ont des synthétiseurs et des non-synthétiseurs, mais au lieu d'additionner leur niveau, ils vont les soustraire. Le deck est sorti dans Ancient Guardian, donc juste après Drytron, et le deck est du même lore que cet archétype qui a bouleversé la méta, sauf que contrairement à son grand frère, Ursartic, n'a pas eu le même impact pour tout un tas de raisons sur lesquelles je vais m'attarder. Et donc je vous propose de voir un petit peu plus le deck en détail avec évidemment un deck profile. Si vous avez des suggestions de decks qui vous tiennent à cœur mais qui malheureusement ne sont pas très connus parce qu'ils ne sont pas aussi forts que d'autres decks plus présents, eh bien dites-le moi en commentaire, je serais ravi de braquer le projecteur sur un archétype un peu moins connu, parce qu'au final c'est un peu ce que j'aime bien avec cette chaîne, c'est que je peux parler de decks dont on ne parle pas assez. Et Ursartic, je trouve que c'est un de ces decks qui est un peu tombé dans l'ombre. C'est dommage parce que c'est vraiment un très beau deck qui a pourtant du potentiel. Donc en gros, Ursartic c'est un archétype inspiré de la Grande Ourse. Donc il y a énormément de références au chiffre 7 parce que du coup il y a 7 étoiles dans la constellation. Et c'est un archétype où du coup tous les monstres sont des ours. Donc on a des petits ours et des grands ours. Donc en gros la gimmick c'est que chacun de ces monstres, comme Drytron, s'invoque en sacrifiant des monstres de la main, mais pas du terrain. Ils ont des effets à l'invocation. C'est pas comme Drytron où l'effet quand ils sont spé c'est un seul gros effet. Là c'est bien deux effets séparés, un pour s'invoquer et un quand ils sont invoqués. Et encore une fois, la raison pour laquelle ce deck est objectivement moins meilleur que Drytron, c'est que il vous lock complètement l'extra deck des monstres qui n'ont pas de niveau, à savoir les liens et les Xyz. Et ça, c'est un gros handicap parce que du coup, priver un deck de Link aujourd'hui, ça peut être très très handicapant. Même des decks comme Flouanderise jouent plus de liens que ce deck. Mais ça reste tout de même un deck que j'aime bien, notamment parce que leurs effets pour s'invoquer de la main sont des effets rapides. Ce qui veut dire que certains monstres peuvent avoir des effets intéressants pendant le tour adverse. Donc pour commencer, on va jouer 3 copies de Mick-Polaire. En fait, je vais être très simple avec vous. On joue 3 copies de chaque monstre du main deck parce que le deck est extrêmement gourmand en ressources. On en a cruellement besoin. Il est effectivement possible de couper certains ratios, donc jouer que 2 de certains. Mais honnêtement, on a vraiment besoin de voir nos monstres le plus souvent possible, peu importe lesquels. Donc j'ai jamais eu de problème à jouer à ces ratios-là. Donc je vais te dire vite fait que font les monstres. Donc les petits ours sont des niveaux 7 non synthoniseurs et les grands ours sont des niveaux 8 synthoniseurs. Du coup, ils permettent d'invoquer les synchros quand on les soustrait. Mick-Polaire, lui, il permet de tuto quand il est invoqué. Mick-Tanus, lui, il permet de récupérer un monstre du cimetière à notre main. Mick-Bilis, il permet de spé un monstre de la main.
Megabilis, il peut bannir une carte du cimetière adverse quand il est invoqué, donc c'est un Dédicro. Mégapolaire, lui, il détruit une magie au piège. Et Megatanus, lui, il Book of Moon. Donc E3, c'est non seulement nos tuners, mais c'est aussi des gros monstres avec beaucoup d'attaques qui ont en plus des effets qui peuvent interrompre l'adversaire pendant son tour. Et les petits ours, ce sont nos playmakers. Donc pour l'instant, il n'y a que 6 monstres dans le main deck, et pas 7, aussi bizarre que ça puisse paraître. Peut-être à l'avenir, il y aura un 7ème Ursa Arctic qui viendra s'ajouter au mix. Pour combler tout ça, on va jouer 3 copies de tournevis droite et 2 tournevis gauche. Donc ces monstres, c'est un excellent starter, parce que du coup le deck n'a pas vraiment de normes, parce qu'on préfère invoquer spécialement nos monstres. Donc ça, c'est une excellente norme, parce que du coup, droite va invoquer gauche, et comme c'est un synthoniseur et un non-synthoniseur avec un niveau de différence, ça permet de faire Polari. Et donc, quand un seul monstre nous donne accès à Polari, c'est franchement crucial. En plus, gauche, au tour suivant, peut se bannir pour récupérer un autre droite. Donc c'est pour ça qu'on en joue 2, comme ça on peut faire l'engine une deuxième fois. Donc franchement, je trouve que ces cartes ont très bien leur place dans Ursa Arctic. Ça donne également des plays avec Alkifibrax, mais encore une fois, j'ai pas assez confiance au deck pour jouer des liens, puisque généralement, il nous empêche de nous en servir. Ensuite, un monstre que vous n'êtes pas obligé de jouer, mais que moi je trouve vraiment très bien, c'est 2 Crystal Girl. Pas 3, parce que du coup, on a déjà une norme, mais elle est quand même assez intéressante, parce que quand elle est invoquée, elle peut tuto un monstre haut de minimum niveau 5, mais seulement à la end phase. Donc là vous me dites, ouais mais du coup c'est chelou comme monstre. Mais le truc c'est qu'en fait, si on contrôle un monstre haut de minimum niveau 5, eh ben on peut la reborn du cimetière, mais la bannir quand elle quitte le terrain. Et vu que tous nos Ursa Arctic sont de niveau 7 et 8, si on arrive à la mettre dans le cimetière, on peut la respect. Moi perso je l'aime bien, je trouve qu'elle a plutôt sa place dans le deck, mais parfois quand on se retrouve avec un tournevis et elle en main, on se retrouve à devoir faire un choix. Pour nos magies, on va jouer 2 fois le terrain, Ursa Arctic Big Dipper, qui est donc la grande ours. Cette carte elle a pas mal d'effets qui sont intéressants. Déjà elle permet de remplacer un des costs de nos monstres par un bannière du cimetière plutôt que de sacrifier. Et surtout, elle dit que chaque fois qu'on sera invoqué spécialement, on place un compteur dessus. Et si on contrôle une synchro et que l'adversaire invoque un monstre, on peut retirer 7 compteurs de la carte pour cibler un monstre de l'adversaire et le voler. Et honnêtement, l'adversaire a souvent tendance à oublier que ces monstres ne sont pas en sécurité tant que ce terrain est là. Donc on peut interrupt les plays en prenant un de leurs monstres. On en joue que 2. Pour 2 raisons en fait. La première raison, c'est qu'on peut l'activer depuis le deck avec Polari. Et numéro 2, parce qu'il y a une certaine carte de support qui fait qu'on a besoin d'un deuxième. On joue également un Drytron Fafnir pour cette carte en question. On va pas l'activer, elle sert juste... c'est une carte pour invoquer un certain monstre d'extra deck. Ensuite, on va jouer 3 départs Ursa Arctic. Ça dit on défausse une carte de notre main et en tuto dur 2 Ursa Arctic. Donc gros playmaker. Généralement, on aime bien discard Crystal Girl, justement. C'est le petit côté stylé. Sauf le tour où elle a été envoyée au cimetière, on peut la bannir pour remplacer le cost d'un de nos Ursa Arctic. Le deck fait beaucoup ça, vu qu'il sait que le deck est très gourmand en ressources, il va souvent remplacer les costs par des bannissements du cimetière. Ensuite, 3 Glissures Ursa Arctic, c'est un monster reborn en effet rapide. Je trouve que la carte est franchement bien, surtout quand on reboard nos grands ours pour avoir des interrupts. Je trouve que c'est trop utile. Et surtout, on ne peut pas tuto nos magies et pièges dans le deck, sauf avec une seule carte. Donc je préfère en jouer un maximum. 2 c'est bien aussi, on peut aussi jouer le Monster Reborn original pour remplacer le 3ème. Vous faites comme vous voulez, moi j'aime bien jouer un maximum. Et enfin, la petite nouvelle, 3 radiations Ursa Arctic, cette carte est stupide. Elle dit piocher cette carte. Ouais, ça dit à quel point le deck a besoin d'une béquille, c'est-à-dire que... en gros, chaque fois qu'un Ursa Arctic sera invoqué de l'extra deck ou de la main,
eh ben, on peut retirer un compteur de cette carte pour piocher une carte. Et on peut le faire un total de 7 fois. Et après, durant chacune des N phases, on peut mettre un monstre Ursartic de notre cimetière dans le deck. Donc ça permet de pas non plus tomber à court de ressources. Le problème, c'est qu'on peut contrôler qu'une seule carte de ce nom. Donc bon, c'est un moyen de l'équilibrer comme un autre. Mais franchement, le deck avait bien besoin de ça pour ne pas succomber à ses propres faiblesses. Et c'est dire à quel point le deck est pas très fort. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de piocher 7 cartes en un tour et ça suffit pas à les rendre compétitifs. Ensuite, on joue 3 Ursartic Drytron. Cette carte est extrêmement chelou. C'est la seule et unique magie du jeu qui peut faire une fusion en fusionnant 2 terrains. Donc c'est pour ça qu'on joue Drytron Fafnir et un deuxième exemplaire de la Grande Casserole, parce que du coup c'est les matériels fusion du monstre qu'on invoque, et aussi elle a cet effet de pouvoir remplacer le cost d'un Ursartic en la bannissant du cimetière. Le monstre qu'on invoque avec cette carte est franchement worth it dans le deck, donc c'est pour ça que j'aime bien la jouer. Certains ne la jouent pas, et je peux comprendre, c'est parce que ça fait quand même jouer une brique dans le deck, mais honnêtement, encore une fois, je trouve que le payoff en vaut vraiment la peine. Et enfin, je joue 2 charges quintuplées. Je pourrais en jouer 3, parce que, encore une fois, on peut pas tuto nos magies et pièges, mais au final, 2, c'est tout à fait respectable. En gros, elle dit qu'on peut soit récupérer un monstre Ursartic de notre cimetière à notre main, soit on peut faire une synchro pendant le tour adverse. Et les 2 effets sont intéressants, mais c'est surtout l'effet de récupérer du cimetière qui est utile, parce que, encore une fois, le deck est très gourmand en ressources, et on a besoin de les récupérer le plus possible. Pour notre extra deck, je suis désolé, le mien n'est pas encore aussi bien que j'aimerais qu'il soit. Notamment, je n'ai qu'une seule copie des 2 grands ours. J'essaie d'en récupérer d'autres. Généralement, les games ne durent pas assez longtemps pour qu'on ait besoin d'en invoquer un deuxième. Et en plus, on a notre magie qui peut en recycler un. Mais tout de même, par sécurité, je trouve que c'est utile d'en avoir au moins 2 de lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est Septentrion, le boss monster de l'archétype. Vous avez vu, il est en collector rare, il est trop beau. Et alors, aussi stylé qu'il soit, ce monstre, c'est soit il va complètement contrer l'adversaire, soit il va pas faire grand-chose. En gros, il annule les effets de tous les monstres qui n'ont pas de niveau. Donc en gros, c'est un skill drain pour les monstres Xyz et les monstres liens. Mais, évidemment, le metagame est trop varié, surtout alors que au moment où je vous parle, la méta est très axée sur les fusions, donc malheureusement, Septentrion arrive un peu tard. Il aurait fallu qu'il arrive en Master Rule 4 où les liens étaient abondants. Néanmoins, il a aussi un autre effet qui le sauve un petit peu. Si l'adversaire invoque spécialement un monstre, on peut tuto n'importe quelle carte Ursartic de notre deck à notre main. Alléluia de la search. C'est juste un peu con qu'on ait besoin que l'adversaire fasse un truc pour pouvoir trigger son effet. Ensuite, malheureusement, seulement un exemplaire de Grand Chariot. Encore une fois, j'en jouerai un deuxième si j'en avais un deuxième. Lui, il est bien parce qu'il dit que quand il est invoqué spécialement, on peut cibler 2 cartes sur le terrain et les détruire. Donc évidemment, si on arrive à l'invoquer pendant le tour adverse, ça devient extrêmement worth it. Mais bon, en général, lui c'est un bon finisher pour des cartes un peu problématiques. Et il a aussi un effet de protection, mais bon, il n'est pas très utile. Parce que de toute manière, de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, les protections, c'est plus ce que c'était. Ensuite, 3 copies de Polari. Lui, pour le coup, c'est vraiment très important d'en jouer 3 parce que le deck a vraiment besoin de lui. Quand il est invoqué spécialement, on peut activer le terrain depuis le deck, un peu comme toutes les liens du jeu. Et aussi, il dit que on peut sacrifier un monstre Ursartic pour reborn un monstre Ursartic. Donc, il permet de setup nos synchro plays, donc très utile. Vu que notre deck entier tourne autour de Polari, il est normal d'en jouer 3. Essayez d'en jouer moins et vous verrez ce que ça donne.
C'est quand même assez drôle que l'un de mes seuls decks synchro soit un deck qui fasse des synchros inversés. C'est la petite histoire drôle. Après, on fait pas que des dark synchros, on fait aussi des synchros normales. Donc un Trishula Sub-Zero et un Trishula normal. Sub-Zero est extrêmement simple à invoquer dans ce deck, grâce à l'Engine Tournevis. On va pas se plaindre d'avoir un aussi bon boss monster que Trishula dans ce deck. Ensuite, un Stardust Dragon, simple, efficace. C'est pas souvent qu'on l'invoque, mais j'aime bien l'avoir. Là, c'est la situation où j'aimerais bien avoir Baronne de Fleurs, parce qu'on peut très facilement l'invoquer, encore une fois, grâce à l'Engine Tournevis. Mais en attendant, je joue une copie de Channing. Ce monstre est quand même... On a tendance à oublier à quel point ce monstre est générique. Il est vraiment insane, donc c'est un excellent boss monster à invoquer. Ensuite, Star Guerrier d'Auxerre d'étoiles, c'est le remplaçant de Baron en quelque sorte. On peut l'invoquer avec Cupid Peach, encore une fois grâce au fameux Engine Tournevis. C'est pas forcément la win condition, on préférait quand même Baronne de Fleurs, mais c'est tout de même rigolo, et puis j'aime bien ce monstre. Ensuite, on joue un Dragon Mecha Vermillon. Lui, c'est juste une excellente carte, et on peut faire des synchros 9, donc pourquoi s'en priver? Pardon, j'oublie Shen Shen. J'oublie Shen Shen. Oui, on peut faire des synchros 9, donc on peut faire Shen Shen. Le truc, c'est que on a un petit peu besoin de notre cimetière de temps en temps, donc c'est un peu dangereux de faire Shen Shen, mais parfois ça emmerde plus l'adversaire que nous, donc c'est worth it. Et ensuite, on a Ultimate Flagship Ursartron, donc c'est notre fameuse fusion invoquée à partir de 2 terrains. Qui aurait cru que Drytron et Ursartic feraient un featuring aussi audacieux? Pas moi, je me rappelle encore de ma réaction quand j'ai vu cette carte. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que je suis en train de rêver? Mais non, cette carte existe bel et bien. Elle a 2 bons effets. Le premier, c'est qu'on peut récupérer une carte Ursartic ou Drytron de notre zone bannie à notre main, et vu qu'on a tendance à beaucoup bannir pour remplacer nos costs, eh ben, ça permet évidemment de récupérer. Le deck a beaucoup de recovery options, hein, ça rend pas ce qui manque. Et ensuite, numéro 2, lorsqu'un monstre est invoqué spécialement, on peut tuto un monstre Ursartic ou Drytron. Et bon, encore une fois, avoir de la tuto dans ce deck, c'est franchement très important. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est sympa de le jouer, même si c'est un petit peu chelou. Donc c'est tout pour ce deck profile. Les cartes Ursartic sont pas chères en général. Il y a juste le terrain qui coûte un petit peu d'argent. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu m'offrir une version collector de cette carte, tellement... les collectors, c'est vraiment pas les raretés les plus chères du marché, donc c'est l'occasion de se faire des petits plaisirs. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Encore une fois, dites-moi en commentaire s'il y a des archétypes pas très connus dont vous aimeriez bien voir des vidéos sur la chaîne. En conclusion, qu'est-ce qui pourrait améliorer Ursartic dans le futur? Le main deck est, ma foi, plutôt correct, mais je pense que ce qu'il manque cruellement à l'archétype pour l'instant, c'est plus de boss monster synchro. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il leur faudrait spécifiquement pour redresser un peu la barre, mais même si je l'adore, Septentrion, il est juste pas suffisant. Pareil, lui, même s'il est fort, c'est pas assez en fait. Le deck en tour 1, il a pas vraiment des plays de fou furieux, et en go second, on se fait negate tous nos plays, donc c'est un peu relou. Mais encore une fois, je trouve que le deck a vachement de potentiel. Il a des bonnes idées, il peut surprendre. J'arrive à voler beaucoup de games grâce au fait que les monstres, les grands ours, puissent s'invoquer en effet rapide pour interrompre. Donc honnêtement, affaire à suivre. On verra si le deck reçoit encore du support. Personnellement, j'en doute, mais je m'en plaindrai pas si ça arrive. En attendant, n'oubliez pas de rester créatif et que personne ne s'attend à l'acquisition.